Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie. Bonjour Philippe Dandin, vous êtes directeur adjoint du Centre national de recherche météorologique de Météo France. On connaît tous les services météo, ses prévisions à quelques jours du temps qu'il fera. Mais il existe d'autres services proposés par Météo France, des services climatiques qui peuvent courir sur plusieurs mois, voire plusieurs décennies. Est-ce que vous pouvez nous décrire, s'il vous plaît, les autres métiers finalement de Météo France ? Alors Météo France est acteur de la recherche. Le CNRM est une unité mixte entre le CNRS et Météo France et nous participons fortement à tout le travail de compréhension du système planétaire et de son évolution. Et Météo France est cet acteur scientifique mais que chacun de nos concitoyens connaît tous les jours par les services météorologiques, les informations météorologiques qui sont diffusées au grand public, à l'État, aux collectivités territoriales et puis également à tout le secteur économique, les grands industriels, les plus petits acteurs. Alors, que sont ces services climatiques ? Finalement, les services climatiques sont l'évolution logique avec les progrès des sciences du climat qui sont réalisés depuis quelques décennies, des services météorologiques. Les services météorologiques traduits en agriculture avec l'aide des agronomes, ce sont des capacités de décider sur les heures, les jours à venir, par exemple, d'étendre tel ou tel produit ou de réaliser telle ou telle intervention dans les champs ou sur la forêt. Aujourd'hui, les progrès des sciences du climat nous permettent d'étendre les horizons temporels qui sont ceux classiques de la météorologie, 15 jours, un mois, pour aborder des échéances saisonnières, donner des éléments de réponse à 3 mois, à 6 mois, et puis au-delà, d'entrer dans cette prospective climatique, dans ces scénarios climatiques sur l'évolution du siècle. Ça veut dire qu'on a des calculateurs ou des supercalculateurs assez puissants pour définir, pour faire des calculs précis sur les années à venir ? Alors, la question du calcul est déterminante, effectivement. On utilise fortement comme outil de travail dans le domaine des géosciences et en météorologie, en climatologie, la modélisation numérique. C'est-à-dire qu'on part du jeu d'équations physiques qui gouvernent le système et on en calcule l'évolution. C'est ce qui est fait en météorologie à quelques heures ou quelques jours d'échéance. Mais au fur et à mesure qu'on va allonger notre horizon temporel, on va s'attacher à prévoir l'évolution d'autres phénomènes, d'autres paramètres que ceux que l'on conçoit habituellement dans la prévision météorologique. On ne vous dira pas que dans 3 mois, la pluie le 15 janvier à 14 h va être de 25 mm sur telle localité française. On vous dira en revanche que la tendance de précipitation, de pluie de ce mois, de cette saison d'hiver, va être supérieure à ce dont on a l'habitude depuis une décennie. C'est-à-dire qu'on va raisonner en écart par rapport à des standards, des références. Voilà, on fonctionne comme ça pour le climat. C'est une information qui est extrêmement précieuse. C'est une information que nombre d'acteurs savent utiliser. On les accompagne bien évidemment dans la prise en compte de ce signal. Il faut qu'eux-mêmes connaissent leur propre histoire. Et quand on parle climat, quand on parle service climatique, il faut bien comprendre qu'on parle du passé, du présent et des futurs à toutes les échéances. Alors pour ça, oui, il faut du calcul. Et chaque progrès dans la puissance de calcul permet de mieux réaliser la physique, mieux représenter la physique et mieux mettre en opération les avancées des scientifiques qui sont disponibles dans les laboratoires. Je donne un seul exemple. Nous préparons aujourd'hui une version climatique du modèle à très haute résolution AROME de Météo France qui tourne tous les jours pour faire la prévision des événements météorologiques. Eh bien, dans quelques années, nous aurons la capacité de faire tourner ces systèmes-là, si la puissance de calcul nous le permet, suivant des modes de plus en plus riches, de plus en plus sophistiqués, et qui permettront d'apporter des services beaucoup plus précis et, si possible, des réponses sur des questions qui encore aujourd'hui sont difficiles. Aujourd'hui, la limite, c'est la puissance de calcul, finalement. C'est une grosse limite, mais le système par lui-même a aussi des limites intrinsèques, des limites qui sont liées justement aux équations qui gouvernent ce système. On a un manque cruel d'observation du passé. Alors,
Météo France, on pense météorologie, mais aujourd'hui, ce n'est pas de météorologie, ce n'est pas d'atmosphère dont on traite. C'est de l'ensemble des compartiments qui font le système planétaire, les océans, les surfaces continentales, les glaces de mer, les glaces continentales, et l'atmosphère, bien entendu, dans lequel on met de la chimie, de l'eau. Il y a même des bactéries maintenant qui jouent un rôle dans toute cette mécanique. Donc, à chaque fois qu'on va mieux comprendre, mieux observer les ingrédients, comprendre le poids qu'ils peuvent avoir dans la perspective climatique, et si on est capable de résoudre ça avec de la puissance de calcul, eh bien on apportera des réponses à des questions qui sont encore aujourd'hui seulement entrevues. On parle beaucoup avec le sommet COP21 qui arrive de limiter le réchauffement climatique, mais un autre enjeu, c'est aussi de pouvoir s'adapter à ce réchauffement climatique. Vos services sont une sorte d'aide à la décision, finalement. Qui les utilise et dans quel secteur ? Oui, absolument. C'est vraiment un message qu'il faut toujours répéter. Il y a deux actions face au changement climatique dont on a la preuve qu'il est lié à l'homme. C'est-à-dire qu'on sort des gammes de variations naturelles du climat. Et on en sort à une vitesse qui est considérable. C'est ça aussi le message très fort. Deux actions. Il faut donc réduire le carburant de ce dérapage. Ça, c'est ce qu'on appelle la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il faut éviter de prendre son 4x4 sans cesse pour aller acheter une baguette de pain. Enfin, bon, ça passe par ce petit geste quotidien. Et puis, bien sûr, des choses beaucoup plus importantes qui concernent l'humanité, les Nations Unies dans leur globalité. Alors évidemment, l'adaptation, c'est quoi ? L'adaptation, c'est de comprendre quelles sont nos vulnérabilités, de les penser aux horizons temporels qui sont ceux du changement climatique. On nous présente très souvent des cartes rouges vifs en 2050 ou 2080, mais il faut aussi comprendre comment on va pouvoir trouver des solutions qui vont être solides, robustes, face à tous les aléas qui vont survenir entre-temps. Et qui utilise vos services climatiques pour prendre ces décisions ? Qui sont les clients finalement de ces services ? Alors les premiers clients sont l'État. L'État qui réfléchit dans le cadre d'une stratégie nationale d'adaptation au changement climatique. L'État, les collectivités territoriales, les grandes entreprises, et puis je dirais toutes les filières économiques, les secteurs, les fédérations d'acteurs qui sont des utilisateurs traditionnels, historiques de la météorologie. L'agriculture, évidemment, la santé, l'agriculture. Alors dans l'agriculture, on va distinguer les céréales, la forêt, l'élevage, le roquefort, des filières à enjeu. Et les acteurs économiques ont cette capacité à être lucides sur les futurs possibles, à ne pas faire l'autruche et à envisager les scénarios avec un côté pragmatique qui leur permet peut-être pas d'avoir la réponse à tout, mais de se caper, de se protéger et de prendre les options qui vont leur permettre d'être robustes, je dirais, quelles que soient les décisions qui vont être prises à l'échelle internationale, à la COP21 et dans les COP qui vont suivre, parce que le processus ne fait que commencer et se consolider avec plus de force pour être en situation de durer efficacement dans leur activité. Est-ce que Toulouse peut devenir le pôle d'excellence en matière de lutte contre le réchauffement climatique ? Alors Toulouse est déjà un pôle d'excellence, me semble-t-il. En région Midi-Pyrénées, il y a une concentration de laboratoires, de compétences et qui, une fois encore, vont de la météorologie, mais touchent aux sciences sociales, à la politique, à la sociologie, à la psychologie. Pourquoi ne croit-on pas ce que l'on sait ? Pourquoi n'agissons-nous pas ? Il y a évidemment des acteurs scientifiques de tous horizons qu'il faut mobiliser. Ils sont présents à Toulouse, ils se mobilisent très fortement. Il y a Météo France qui est un acteur aussi de la vie quotidienne et de l'action. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et puis je crois qu'il y a une prise de conscience en région Midi-Pyrénées, dans la grande métropole de Toulouse, dans les collectivités territoriales, de ce qui se passe. Et même si on n'a pas encore toutes les solutions, on agit. Moi, je travaille beaucoup actuellement avec des parcs naturels régionaux de Midi-Pyrénées. Ce sont des lieux où on a une très grande conscience de l'importance de l'environnement, mais ce sont aussi des lieux où on vit, on se développe, on mène une activité économique. Et donc, comment concilier les deux de façon durable ? Tout cela est à l'œuvre en Midi-Pyrénées. Il faut inventer encore d'autres réponses, d'autres capacités de réponse, davantage associer les citoyens à la science, construire un nouveau monde. Merci beaucoup Philippe Dandin d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Innover, financer.
financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie.